Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Raphaël Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. La Maison du développement durable est un carrefour d'échanges, de réflexion, d'innovation sur le développement durable et c'est aussi un bâtiment écologique qui soutient le développement de ses membres, entre autres par la gestion de bureaux dans ce premier bâtiment certifié LEED Platine Nouvelle Construction au Québec. Et nous animons aussi une programmation d'événements qui permet à différents acteurs de changement de se rencontrer, se regrouper, collaborer et amplifier les impacts de leurs actions. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre événement. On est très content de présenter cet événement d'aujourd'hui. Que se passe-t-il après nos rénaux? Comment bien gérer ces matières résiduelles qui est organisé en collaboration avec Recyc Québec. On les remercie de cet événement-là. On est très content de vous le présenter. On va prendre le temps aujourd'hui de découvrir un peu plus le monde du recyclage des matériaux de construction qui proviennent des bâtiments pour vous outiller dans vos prochaines rénovations que vous ferez, qu'elles soient à la maison ou autres. On est en direct sur Zoom, puis également sur Facebook, sur la page de la Maison du développement durable et celle de Recyc Québec. Je vous le mentionne parce que peu importe sur quelle plateforme, sur quelle page vous êtes, on vous invite à nous écrire toutes vos questions, vos impressions, puisqu'on va avoir une période de questions à la fin de l'événement avec notre conférencier. Avant de débuter l'événement, je vais prendre le temps de remercier nos précieux partenaires à la Maison du développement durable, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Je vous invite à nous suivre dans les prochains temps sur nos différentes plateformes, dans nos différents réseaux, puisqu'on a plusieurs autres événements qui s'en viennent pour notre saison hiver et printemps 2021. Restez à l'affût. Alors, on débute. Je cède la parole à Luc Morneau, qui est agent de développement industriel chez Recyc Québec, qui va être notre animateur aujourd'hui. Merci beaucoup et bon événement. Alors, bonjour tout le monde. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et il me fait plaisir de vous accueillir virtuellement et d'être votre animateur donc, ce midi pour cette conférence qui s'intitule Que se passe-t-il après vos rimes? Au cours de la présentation, comme ça a été mentionné, nous allons vous renseigner, vous donner des trucs et répondre à vos questions concernant les bonnes façons de gérer les débris de construction une fois que vos rénovations sont terminées. Permettez-moi aussi, au nom de Recyc Québec, de dire un grand merci à la Maison du développement durable qui a gentiment accepté de nous offrir sa tribune pour notre conférence de ce midi. Débutons sans plus tarder avec une courte capsule humoristique qui met en vedette le porte-parole de Recyc Québec lui-même, notre petit menuisier, Timé Paré. Par la suite, je vous reviendrai pour vous présenter notre conférencier. Bon visionnement. Et voilà, notre aéroport à Moineau est terminé. Alors, le Moineau atterrit ici, il va dans sa chambre où il va prendre un petit bain tourbillon. C'est génial, ça. C'est les restaurants de vidange. Hey, wow, là, au vidange, hey, on n'est pas en 1950, il est-tu bon? Lui, non. Ça, la laine minérale, la colle, la peinture, les restants de bois, tu amènes ça dans un éco-centre où tu appelles la ville, ils vont te le dire. On me dit quoi? Et t'es un méchant beau tata. Voyons donc, mets ça aux poubelles. Ah, ben, j'ai hâte des habits. Si jamais tu sais pas où ça va, pas compliqué, tu regardes, ça va où? Où ça? Sur ton cellulaire. Ah, ça va où? OK, donc j'espère que vous avez apprécié. Moi, ce que je retiens de cette petite vidéo-là, c'est, comme le dit si bien Timé, on n'est plus en 1950. Les débris de construction, on ne met plus ça aux poubelles, évidemment. En effet, les mentalités évoluent, les comportements changent. C'est probablement pourquoi vous êtes ici ce midi avec nous. Alors maintenant, c'est le temps de débuter plus formellement notre séance de ce midi, puis en vous présentant mon collègue Nicolas Belrose. Nicolas travaille chez Recyc Québec depuis plus de 10 ans maintenant et il est entre autres responsable du secteur de la construction, de la rénovation, de la démolition chez Recyc Québec. Puis à ce titre-là, la saine gestion des matériaux, des débris de construction, rénovation, démolition n'a plus de secret pour lui. Je lui laisse donc la parole et je vous reviendrai à la fin pour la période des questions. Bon webinaire.
Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Merci, Luc. Merci encore une fois à la Maison du développement durable de nous offrir cette opportunité de présenter ces informations-là au grand public. C'est un peu une première pour Recyc Québec de parler du recyclage des matériaux de construction au grand public. On a, je vais dire, l'habitude de s'adresser à un public plus ciblé. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vous apprendre des choses aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous présenter. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va donc essayer de vous informer sur qu'est-ce qui arrive après vos rénaux. Une fois que vous avez fait vos travaux, vous avez différentes matières qui ont été générées. Donc, quoi faire avec ces matières-là? Qu'est-ce qui advient de ces matières-là également? C'est des petites choses qu'on va faire aujourd'hui. Donc, une petite introduction que je ferai sur le sujet. Puis tout de suite, à brûle pour point, on va commencer avec un petit jeu questionnaire pour voir instinctivement ce que vous pensez de certaines choses qui peuvent se passer dans le secteur. Je vais vous présenter aussi quelques petits chiffres pour voir quelle est l'importance finalement de ce secteur-là dans toute la gestion des matières résiduelles. Puis finalement, quelques petits trucs et astuces là, pour mieux gérer vos matières que vous allez gérer pendant vos travaux. Donc, le mandat de Recyc Québec, c'est vraiment de promouvoir, développer et favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballage de matières ou de produits, ainsi que la valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Donc, on est vraiment à travailler dans toute la circularité, finalement, que les matières résiduelles qui sont générées puissent être soit réutilisées, puissent être recyclées ou même, dans certains cas, pouvoir être finalement éviter de générer des différentes matières. Faire une courte présentation si vous nous connaissez un peu moins. On est une société d'État, donc on n'est pas rattaché au ministère de l'Environnement. Par contre, le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, est comme, je veux dire, notre grand patron finalement, mais on est indépendant là, avec notre propre conseil d'administration, par exemple. Puis on est une petite société, on est une petite équipe, là, on est moins de 100 personnes là, pour s'occuper de toute la province. Donc, puis on s'adresse autant au grand public qu'aux municipalités, aux entreprises. Donc, on a vraiment une clientèle large là, pour discuter avec de gestion de matières résiduelles. Pour mieux me comprendre, parce que en environnement en général, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, vous allez sûrement m'entendre parler de ça pendant la présentation. Donc, le CRD, ben, c'est l'acronyme finalement pour la construction, rénovation, démolition. Puis même le terme démolition devrait peut-être être changé dans le bon vocabulaire pour parler davantage de déconstruction. On en y viendra un peu plus tard. Puis les 3 RVE, finalement, qui sont la hiérarchie de gestion de matières résiduelles, où le niveau le plus difficile, c'est la réduction. Ensuite, on a le réemploi, le recyclage. On va parler de valorisation énergétique. Puis par la suite, ben, l'élimination. Puis comme vous voyez sur la ligne dans le bas, quand on est dans les niveaux de réduction, de réemploi, on est plus à éviter de générer des matières résiduelles, alors que plus on descend dans la chaîne, on a à les gérer finalement. Il faut s'occuper d'elles, il faut leur trouver des débouchés, il faut les transformer. Donc, c'est des étapes supplémentaires qui sont des énergies supplémentaires qui sont nécessaires pour arriver à mieux les gérer. Les CRD, c'est quoi finalement? Ben, c'est beaucoup de choses. Alors, vous avez peut-être juste à regarder autour de vous ce qui compose votre maison. Puis, ben, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, on a vraiment tout ce qui compose, tout ce qui touche le bâtiment, que ce soit le bois de charpente, le fameux 2x4, les produits de finition en bois comme des moulures, par exemple, le bois traité qui va faire votre patio, les revêtements extérieurs de briques, de béton, revêtements intérieurs de gyps, la peinture qu'on va mettre sur ce gyps-là, les fenêtres, les portes, les métaux, etc. Donc, je ne ferai pas le tour, vous les voyez là. Mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a certains produits
qui comporte plusieurs matières. Si je prends par exemple une fenêtre, ben, il y a la vitre de cette fenêtre-là, mais il y a aussi le cadre de la vitre qui, lui, peut être dans une certaine matière. Et puis, à l'intérieur de ces cadres-là, il peut y avoir une autre matière. Donc, par exemple, un renfort de bois, par exemple, sur un cadre en PVC. Donc, toutes ces situations-là amènent des défis supplémentaires pour arriver à faire du recyclage ou de la valorisation de ces produits-là. Donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Tenter de prévoir l'avenir, c'est déjà notre premier petit jeu. Donc, finalement, je vais vous montrer l'image d'une matière résiduelle. Vous allez avoir ensuite une illustration d'un produit transformé. Puis je vous invite à écrire dans le chat ou dans l'onglet de conversion pour voir ce que vous pensez qui peut advenir de ces matières-là. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment pour tester ce que vous pouvez percevoir du secteur. Alors, on va commencer avec du bois. Donc, on a ici un tas de bois qui a été généré d'une quelconque manière, là, du bois de charpente, par exemple, dont on parlait tantôt. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec ce bois-là? Est-ce qu'on fait un panneau de particules, la bonne vieille mélamine, ou est-ce qu'on fait du paillis pour en faire pour mettre dans vos plates-bandes? Je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat A ou B sur votre réponse. Quelques A, quelques B. Il y en a qui disent A et B, les deux. A, A. Les deux. Les B. deux, A, B. Non, Ouais, ça donc, semble c'est assez partagé. partagé. Ouais. Alors, la bonne réponse qu'on fait le plus avec les résidus de bois, c'est de la mélamine. Donc, il y a quand même beaucoup au niveau du recyclage, quand on veut recycler le bois de CRD. Ce bois-là est transformé et broyé finalement pour permettre la construction, la fabrication de panneaux de mélamine. On a quand même la chance au Québec d'avoir un très grand fabricant de mélamine qui est Tafisa à Lac-Mégantic, qui est un grand preneur là, de bois recyclé. On a aussi les matériaux spécialisés Louisville en Mauricie, qui fait aussi un autre genre de panneau. Ce n'est pas de la mélamine, mais c'est un panneau plus isolant à partir de fibres de bois recyclés. Donc, il y a vraiment des nouveaux produits de construction qui sont faits avec ce bois-là. Le paillis, ce n'est pas une mauvaise réponse, mais on va plutôt faire ce produit-là à partir de ce que nous, on appelle des résidus verts. Donc, si par exemple, vous allez porter des branches, vous avez fait couper un arbre ou des choses comme ça à l'éco-centre, c'est vraiment ces produits-là qui vont servir à fabriquer le paillis en tant que tel. Deuxième exemple, le bardeau. Vous avez refait votre toiture, vous avez généré du bardeau d'asphalte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les restants de bardeau? Est-ce qu'on refait du bardeau neuf? Est-ce qu'on le mélange à de l'asphalte ou est-ce qu'on en fait une forme d'énergie? A, B ou C, je vous invite à répondre pendant quelques secondes. OK, on a beaucoup de B. B et C. C. OK, un premier A. C, B. Fait que, je te laisse aller, Nicolas. Oui. Alors, je m'excuse pour la personne qui a répondu A. Malheureusement, on n'a pas de circularité parfaite avec le bardeau d'asphalte. Malheureusement, on ne peut pas refaire du bardeau avec du vieux bardeau. C'est davantage vers des débouchés justement de mélange d'asphalte et d'énergie. Si j'ai changé la couleur des flèches, c'est que le bardeau dans le mélange d'asphalte est possible, mais pas encore est à plus petite échelle au Québec. Donc, ce n'est pas tous les fabricants d'asphalte qui sont soit équipés ou autorisés
pour faire les mélanges à partir de bardeaux. La très grande majorité là, du bardeau qui est généré est plutôt conditionné, broyé pour être envoyé dans des cimenteries. Donc, qui, eux, ont dans leur procédé besoin de beaucoup d'énergie. Donc, eux vont brûler cette matière-là pour remplacer un combustible fossile à ce moment-là. Donc, eux vont utiliser des matières résiduelles dans leur procédé industriel pour pouvoir générer de l'énergie. Prochaine matière, nous avons donc du plastique. Du plastique, dans ce cas-ci, surtout du plastique rigide. Alors, est-ce qu'avec le plastique, on fait de l'énergie ou est-ce qu'on fait un produit recyclé comme le drain agricole, le drain français? Je vous laisse quelques secondes pour répondre, A ou B dans le chat. Donc, beaucoup de B, seulement des B jusqu'à là. Un A, B, B. Alors, c'est ça. C'est. OK, Beaucoup de A. A, quelques B, Non, plus de c'est-à-dire B. beaucoup de B, quelques A. Oui. C'est effectivement une bonne réponse. Il y a quand même beaucoup de plastique rigide qui se récupère et qui se recycle en drain agricole. On a encore une fois la chance d'avoir un grand preneur ici au Québec, l'entreprise Soleno, qui fabrique ce genre de produits-là, utilise différentes sources de plastique. Par contre, utilise certains types de plastique un peu plus précis, ce qui fait que oui, il y en a d'autres types qui se retrouvent vers de la valorisation énergétique. Je ne vous cacherai pas qu'il reste quand même certains problèmes dans le secteur de la construction sur les plastiques, notamment les plastiques de type PVC qui composent, là, je disais tantôt, en majorité les cadres de fenêtres, par exemple, ou certains types de plastiques comme des ABS pour faire de la tuyauterie, par exemple, ont certains problèmes de débouchés, ne pourront pas nécessairement être recyclés dans les débouchés qu'on voit là, mais tout ce qui est des chaudières, par exemple, pour faire qui ont transporté du coulis ou des choses comme ça, ça peut être recyclé en tuyaux, alors que d'autres, comme de la pellicule, par exemple, ou des plus petits morceaux qu'on identifie un peu moins, là, peuvent se retrouver en énergie. Dernière matière, on a ici, si vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est des restants de gyps, donc le fameux gyproc, après qui a été plutôt, dans ce cas-ci, on va parler plus d'une démolition. Donc, est-ce qu'avec des panneaux de gyps, on fait un amendement agricole ou si on refait des panneaux de gyps? A ou B? Je vous invite à répondre. On a des A. B. Surtout. Commence par A et B. A, les deux. Préférablement B. A. Donc, Donc, on est partagé oui, c'est encore partagé. sur les débouchés. C'est deux débouchés qui sont possibles. Donc, le gyps est composé de calcium et de soufre qui permet justement d'être épandu dans certains types de cultures. Et puis, effectivement, qu'on est capable de réutiliser cette poudre-là de gyps recyclé pour refaire des panneaux de gyps. Malheureusement, on a encore des obstacles ici au Québec pour avoir ces débouchés-là. C'est encore une fois je veux dire, à plus petite échelle. Notamment, il y a un recycleur de gyps qui est au Saguenay, Gyps du Fjord, qui va, lui, s'occuper, je veux dire, plus de faire une collecte locale des retailles de gyps pour pouvoir en faire justement des amendements agricoles. On en a également un recycleur dans la région de Montréal qui va aussi faire un conditionnement pour du recyclage. Par contre, il y a encore beaucoup de trous, je veux dire, dans la province pour que le recyclage soit à grande échelle. Donc, on a encore certains défis à ce niveau-là pour le recyclage du gyps. Maintenant, quelques petits chiffres sur l'importance du secteur. Donc, vous pouvez voir qu'en termes de nombre d'installations,
les écocentres sont quand même assez présents au Québec là, pour faire un chiffron d'environ 1000 municipalités au Québec. Donc, c'est le tiers d'entre elles, grosso modo, qui sont desservies. Mais les 300 quelques écocentres qu'on a à travers la province desservent près des 3/4 de la population. Donc, quand même, il y a cette infrastructure-là qui est quand même disponible pour les citoyens. Puis les écocentres, donc, dans nos derniers chiffres du bilan 2018. D'ailleurs, je fais juste un aparté que je vous présente des chiffres de 2018, mais on va travailler prochainement pour présenter des chiffres 2021. Donc, c'est un exercice qu'on fait à tous les 2 ou 3 ans. Dans ce cas-ci, on va le faire donc en 2021. On devrait avoir des nouveaux chiffres plus précis avec tout ça. Donc, les écocentres, quand vous allez dans ces installations-là, eux ont reçu un peu plus de 500 000 tonnes de matière à travers la province qui sont envoyées vers des installations de recyclage ou des installations de valorisation ou même la relation aussi qui existe, c'est que les écocentres vont être un point de collecte finalement pour envoyer des matières vers les centres de tri de matériaux de construction, qui est l'autre colonne. Donc, les écocentres ont quand même une bonne proportion là, de matière qui est recyclée ou valorisée. J'attire votre attention là, sur la colonne des centres de tri. Donc, c'est eux qui sont, je veux dire, les principaux trieurs, donc recycleurs, vont pouvoir démêler toutes les matières qui sont collectées pour pouvoir les envoyer vers les différents marchés. C'est donc près de 1,8 million de tonnes de matière que ces installations reçoivent à travers la province. Ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont pas une énorme. C'est un taux de recyclage ou de valorisation qui peut paraître bas, mais il y a quand même plusieurs défis. Il y a encore des matières qui n'ont pas beaucoup de débouchés. Donc, ça reste un problème, je veux dire, récurrent pour ces entreprises-là. Donc, il y a quand même une portion qui est éliminée, même si ils font les efforts au maximum pour pouvoir les recycler. Il y a aussi ce que nous, on appelle, il y a une certaine proportion de ces matières-là qui sont envoyées vers des sites d'enfouissement, mais pas pour être enfouies. Un site d'enfouissement, ça peut avoir besoin de certaines matières pour faire certaines infrastructures, certains travaux dans le cadre de leurs opérations, ils en ont besoin. Mais comme vous voyez, il y a un astérisque au bout de cette proportion-là, du fait que on ne considère pas chez Recyc Québec que c'est une forme de recyclage officiel. Donc, c'est une destination, mais on pense que les matières qui sont envoyées là-bas pourraient avoir une autre vie finalement dans d'autres circonstances finalement. Puis, ce qui est le défi, je dirais, de l'industrie, puis c'est ce qui compose aussi majoritairement ce 21%-là, c'est ce qu'on appelle une fraction fine, donc qui est entre 0 et 2 pouces pour les plus âgés ou 0,5 cm pour, pour les plus jeunes. Donc, c'est des matières qui sont petites, mélangées, qui ont tous les défauts finalement qui peuvent avoir un certain niveau de contamination, par exemple, parce que quand on est dans le secteur du bâtiment, parfois on a à gérer des choses qui ont été mises ou qui ont été construites il y a longtemps. Donc, on a encore des trucs, par exemple, de peinture au plomb qui étaient très populaires dans les années 50, 60, 70. Donc, ça reste un contaminant qui devient plus difficile à valoriser. Puis quand il est mélangé avec le reste, c'est vraiment difficile de l'extraire. Dans le côté positif, finalement, vous avez peut-être déjà entendu là, sur toute la collecte sélective, par exemple, qu'il y avait beaucoup de matières qui étaient exportées en Chine, qui se retrouvaient à l'extérieur du pays. Dans le cas des matériaux de construction, on a cet avantage-là que c'est de la matière qui est traitée en quasi-totalité au Québec. Je vous dirais, mis à part certains types de plastique, le carton, il n'y a vraiment pas beaucoup d'exportation qui se fait pour les matières CRD. Le bois, tout le béton, des choses comme ça, trouvent des utilités ici au Québec. Donc, ce qui fait que les marchés étrangers ne sont vraiment pas un facteur
dans l'évolution du secteur. Je vous parle des centres de tri CRD. Je vous donne un petit aperçu ici de ce que ça peut ressembler, puis je vais vous prendre quelques minutes pour vous présenter. C'est une vidéo de présentation là, qui a été faite avec l'association du regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec, le 3RMCDQ, qui est une association donc, de ces entreprises-là, des entreprises privées, une association avec laquelle on travaille beaucoup. Donc, je vais ouvrir la vidéo pour vous présenter. On va voir donc des images de centres de tri. Donc, je laisse la vidéo. Je vous reviens par la suite. Chaque année, l'industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition génère à elle seule plus du tiers de l'ensemble des matières résiduelles au Québec. En proposant diverses solutions durables de recyclage et de valorisation des débris de construction, les différents acteurs, dont le regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et démolition du Québec et Recyc Québec, contribuent activement par la recherche et la mise en place de solutions innovantes à la conservation de ces ressources. Voici comment. On compte plus de 50 centres de tri au Québec. Une fois le bois récupéré sur les chantiers, il est acheminé vers l'un de ces centres où il sera trié en 2 catégories distinctes avant d'être déchiqueté en copeaux. La catégorie 1 comprend le bois non peint et non traité. Il pourra être utilisé pour produire des panneaux de particules qui serviront, entre autres, à la fabrication de meubles et de mobilier. La catégorie 2 correspond au bois comprenant entre autres de la peinture, de la teinture, de la mélamine, de la colle, etc. Il sera utilisé par différentes industries comme combustible pour l'alimentation énergétique de leurs centrales thermiques ou de leurs fours conformément à leur certificat d'autorisation. Les agrégats sont principalement constitués de béton, de briques et de pavage d'asphalte. Ces résidus sont concassés et tamisés pour produire des granulats de différentes tailles selon les besoins du marché. Par exemple, ces granulats peuvent servir de fondation de route ou être incorporés dans la production d'enrobés bitumineux, asphalte. Les bardeaux d'asphalte, quant à eux, sont déchiquetés et mélangés à d'autres résidus afin de produire un combustible alternatif à haute teneur énergétique. Ce carburant novateur servira de substitut à une portion du charbon consommé dans des cimenteries, conservant ainsi près de 30 % de cette ressource non renouvelable. Des plastiques rigides et les pellicules souples se retrouvent également dans les résidus de construction. Les résidus de styromousse, comme les panneaux isolants, sont dirigés vers un centre spécialisé pour être déchiquetés, transformés en granules et fondus, afin d'être recyclés et remis sur le marché sous différentes formes. Les tuyaux en plastique peuvent également être récupérés, granulés et transformés en tuyaux de drain ou autres produits selon leur constitution. Les emballages de carton, fois récupérés et mis en ballot, sont pris en charge par une papetière qui les recycle en boîte, en papier brun ou en matériaux de construction. Les métaux, qu'ils proviennent d'acier d'armature, de revêtements ou de fenêtres en aluminium, de poutrelles structurales, de câbles électriques, de tuyaux de cuivre, de clous, sont triés et envoyés à des ferrailleurs et des fonderies où ils sont broyés et refondus avant d'être recyclés en de nouveaux produits. Avec près de 2 millions de tonnes de débris générés par le milieu de la construction, de la rénovation et de la démolition au Québec, le travail concerté de tous les acteurs de l'industrie est essentiel pour assurer l'atteinte des objectifs de recyclage que le Québec s'est fixés. C'est en travaillant en collégialité avec ses membres que le 3RMCDQ, en collaboration avec Recyc Québec et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, met en place des solutions innovantes visant à préserver ces ressources pour le futur.
Alors voilà, donc vous voyez que ça fait vivre un grand secteur économique finalement. Donc, il y a plusieurs entreprises qui dépendent de ces différentes matières-là, puis qui ont trouvé finalement différentes solutions pour innover, puis arriver à euh, concevoir des nouveaux produits, puis s'alimenter finalement à partir de tous ces matières résiduelles-là. Par contre, il reste encore des matières qui sont directement éliminées, donc il reste un potentiel de matière pour justement continuer d'alimenter ces industries-là. En 2018, donc on a mesuré ou on a estimé qu'il y a environ 718 000 tonnes qui partent directement d'un chantier pour aller vers de l'élimination. Donc là, il n'y a eu comme aucune possibilité de recycler certaines matières qui ont été générées dans ces situations-là. Puis, même chose, on estime qu'il y a à peu près un peu moins de 500 000 tonnes qui se sont retrouvées finalement dans les déchets des citoyens ou de certaines entreprises qui, par exemple, dans le cas de citoyens, ne sont pas allés à l'écocentre, qui ont finalement jeté leurs différents débris dans leur bac qui est collecté sur leur bord de rue. Donc, c'est un autre gisement de matière qui est allé, qui peut être exploité. Par contre, ce qui est un peu plus complexe dans cette situation-là, c'est qu'il est généré à plusieurs endroits, alors que dans les chantiers, c'est peut-être un peu plus facile à cerner puis de l'envoyer vers une meilleure destination finalement que de l'élimination. Pourquoi il y a encore autant d'éliminations? Ben, je dirais, on est en train justement de, vous avez peut-être entendu parler là, que le BAP est en train de faire des audiences à ce moment-ci pour justement un peu étudier cette question-là. Qu'est-ce qu'on devrait faire au Québec? Avoir un portrait de situation de toute l'élimination qui se fait au Québec. Donc, souvent, c'est parfois par un manque d'infrastructure. Dans certaines régions, je ne cacherai pas que c'est plus difficile d'avoir des installations de recyclage de matériaux de construction. Donc là, l'élimination devient la seule option disponible. Puis souvent, il y a aussi la variable de prix. Comme vous avez vu, pour faire le tri ça prend des équipements, ça prend du personnel, ça prend des infrastructures pour arriver à faire tout ça. Donc, ça a un coût supplémentaire que les lieux d'élimination n'ont pas nécessairement. Donc, le secteur de la construction est quand même assez sensible à la variable de prix. Donc, il y a quand même une tendance à aller souvent vers la situation, pas la situation, mais la destination la moins chère. Donc, c'est un facteur qui est en voie d'être corrigé. Il y a des nouvelles, des changements à venir finalement qui vont pénaliser l'enfouissement, puis qui devraient à ce moment-là favoriser le tri à travers les différentes régions du Québec. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire finalement? Parce que ça, c'est aussi l'autre partie de l'objectif de cette rencontre-ci ce midi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux gérer vos débris de CRD? Ben, je dirais la première chose, ça peut paraître un peu particulier, mais réfléchir avant d'agir. Une planification de ces travaux, finalement, permet de prendre en compte qu'est-ce qui va se faire, puis comment gérer par la suite ces matières-là. Puis ça peut permettre de profiter de certaines ouvertures pour peut-être faire des actions bonnes pour l'environnement, puis sans le savoir. Comme par exemple, ne pas mettre un matériel sur un mur, par exemple, de le laisser sur de la brique nue ou des choses comme ça, ben c'est un geste qu'on pose de réduction. Finalement, on ne prend pas des matériaux neufs pour faire certains de nos travaux. Donc, des fois, sans le savoir, comme je disais, on a réussi à faire ce niveau-là. En planifiant aussi les travaux, on peut améliorer la gestion, puis souvent réduire le gaspillage. On le voit peut-être un peu moins dans les chantiers, je vais dire personnels, mais quand vient le temps de faire des chantiers commerciaux, la construction, par exemple, de blocs appartements, blocs à condos, des choses comme ça, il y a quand même souvent du gaspillage qui se fait
par des mauvaises communications, de la mauvaise planification. Il y a un corps de métier qui arrive avant l'autre. Le suivant est obligé de défaire ce que le premier a fait, de refaire par la suite. Donc, il se gaspille des ressources uniquement par une mauvaise planification. Donc, vous-même, c'est peut-être de prendre un peu le temps de séparer son chantier en différentes étapes pour maximiser le potentiel de recyclage puis de récupération. Optimiser les matériaux neufs aussi, ça c'est peut-être la chose à penser, ne pas trop générer de résidus de coupe, par exemple, quand vient le temps de faire des différentes structures ou des revêtements de toiture, acheter le nombre de, de- de paquets nécessaires finalement, plutôt que d'en se retrouver soit avec des surplus ou d'avoir certains problèmes par rapport à ça. Donc, on pense dans la construction en général, le temps, c'est de l'argent. Si ça prend, dans le cas, par exemple, de la pose de gyps pour les poseurs professionnels, parfois, ça prend moins de temps de prendre une feuille neuve, de la recouper plutôt que de prendre une retaille. Vous n'avez peut-être pas cette contrainte-là, donc ça peut être des choses à penser aussi dans cette situation-là. Puis dans le choix des matériaux aussi, ça peut amener une certaine forme de réduction. Par exemple, si on prend un matériel peut-être un peu plus de qualité, on va avoir un remplacement un peu moins tôt dans la durée de vie du produit, ce qui fait qu'on peut, à ce moment-là, étirer, retarder la génération de matières résiduelles. Puis il y a aussi la recyclabilité de certains matériaux. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile de le savoir au moment de l'achat, mais par exemple, on parlait du bois, ben, c'est plus facile de recycler un bois franc pour un revêtement de plancher que de recycler un plancher flottant, par exemple, qui est plus un amalgame, un aggloméré de différents types de bois. Donc, quand va venir le temps de le remplacer à la fin de sa durée de vie, puis le bois franc risque de durer plus longtemps aussi. Donc, cette situation-là aussi peut amener dans vos choix, finalement, un impact sur la gestion des matières résiduelles. Planifier aussi le réemploi ou faciliter le recyclage. L'image de gauche, on ne vous recommande pas vraiment de faire cette situation-là, même si ça peut être satisfaisant dans certains cas de donner un bon coup de masse sur quelque chose. Il y en a qui peuvent trouver ça plus défoulant. Mais on parlait de résidus fins un peu plus tôt, de résidus de 0,2 pouces, 0,5 cm. En y allant plus en mode démolition, ben là, c'est sûr qu'on risque de générer un peu plus de ces matières-là, qui va venir un peu limiter le potentiel de réemploi, de recyclage ou même de valorisation des matières. En y allant de manière un peu plus méthodique, un peu plus douce, ben, ça va aussi pouvoir être un peu plus facile de faire la mise en valeur des différentes matières. Puis si vous êtes dans une copropriété, ça va peut-être être un peu plus agréable aussi pour vos voisins de vous entendre plus y aller doucement que d'y aller à grands coups de démolition avec la masse. Une fois que vous avez fait une déconstruction, finalement, vous pouvez aussi offrir vos matériaux. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de toujours aller les porter à l'écocentre avant d'aller à cette destination-là. Vous pouvez simplement offrir vos matériaux, soit sur des sites de petites annonces ou il y a certains organismes là, un peu plus spécialisés. Là, ici, je vous présente Éco-Réno, qui est dans la région de Montréal, qui reçoit certaines matières pour pouvoir les offrir au réemploi. Il y a d'autres genres d'initiatives aussi un peu partout au Québec, là, de celles qu'on connaît le plus. Il y a matériaux récupérés à Portneuf, près de Québec, qui peut faire ce genre de situation-là. Puis Interaction Travail, qui est à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, qui peuvent aussi recevoir certaines matières. Il y a Coeco également dans le Bas-Saint-Laurent qui peut faire de la récupération. Souvent, ces organismes-là sont associés dans certains cas avec des écocentres.
Donc, c'est possible pour certains citoyens là, d'aller porter certains matériaux sous certaines conditions pour pouvoir les mettre au réemploi par la suite. Si vous décidez d'y aller vous-même, ben, vous aurez peut-être un petit minimum de mise en marché à faire pour vous attirer des clients finalement. Je ne vous recommande pas vraiment d'offrir vos briques, par exemple, dans un tas pile-mile comme on voit ici, mais que peut-être d'avoir une présentation plus intéressante va peut-être stimuler de la demande finalement pour différentes situations de matière. Maintenant, dans quelle occasion on devrait aller vers quelle destination? Ben, il n'y a peut-être pas de bonne réponse ou de réponse parfaite finalement, mais habituellement, quand on parle de petits travaux, donc que ce soit de refaire le plancher d'une pièce, refaire certains murs, refaire un plafond intérieur, refaire une toiture ou certains changements d'accessoires, ben là, l'éco-centre devient à ce moment-là la destination peut-être à privilégier pour ces matières-là. C'est sûr qu'il y a la variable de transport. Vous aurez à amener vous-même vos matières vers l'éco-centre. C'est pour ça que parfois la déconstruction permet justement d'optimiser un peu le transport vers l'éco-centre et non pas se retrouver à faire 12 allers-retours dans 3 jours pour pouvoir aller porter toutes ces matières. Mais ça peut être une bonne chose aussi de s'informer s'il y a des collectes, par exemple, des fois qui existent, des collectes spéciales qui peuvent se faire par certaines municipalités pour certains résidus de construction. Je pense dans certains arrondissements de Montréal, c'est un service qui est offert parce que justement, les gens ont peut-être moins de voitures, par exemple. C'est un peu plus restreint en termes d'espace. Donc, il y a certains arrondissements qui offrent cette possibilité-là. Puis, il y a quand même un certain volume maximal qui peut être autorisé par année pour les adresses. Donc, je dirais, c'est de vous informer auprès de votre municipalité pour vérifier cette information-là. Quand on est vers des plus gros travaux, que là où on refait une pièce au grand complet, une cuisine, une salle de bain, on refait notre sous-sol, on fait certains travaux à l'extérieur, ben là, vous pouvez peut-être envisager de louer un conteneur pour collecter finalement chez vous ces matières-là. Ça amène un coût supplémentaire. Je ne vous le cacherai pas que ça, c'est des entreprises qui offrent ce service-là. Donc, c'est de voir comment eux peuvent répondre à vos besoins par rapport à ça. Puis, c'est sûr que dans certains cas aussi, je dirais, il n'y a pas de miracle non plus qui peuvent se faire dans certaines situations. Par exemple, dans des cas d'incendie ou dans des cas d'inondation, le potentiel de recyclage des matières qui sont générées dans ces situations-là est limité à ce moment-là. Du gyps humide, c'est tout dépendant combien de temps ça s'est fait, de la moisissure qui embarque là-dedans. Ça peut être plus complexe à mettre en valeur. L'élimination va rester quand même dans certaines situations, mais quand on fait des travaux, je veux dire, dans le cadre normal, il y a un bon potentiel là, de récupération puis de recyclage qui peut être fait là-dessus. Ce qui m'amène finalement aussi à vous intéresser aux matières résiduelles qui sont générées pendant vos travaux. Si vous devez faire affaire avec des sous-traitants, peut-être de discuter avec eux s'il y a des possibilités pour faire du réemploi. Si vous faites votre cuisine, votre évier est encore bon, avez-vous nécessairement besoin de le changer? La robinetterie, la même chose. Ça peut être des choses qui peuvent être réemployées dans certains cas. Il y a aussi des entreprises qui peuvent se spécialiser dans le réemploi. J'ai eu la chance de discuter dernièrement avec une entreprise maçonnerie Graton qui œuvre surtout à Montréal, qui, eux, se spécialisent finalement pour le revêtement extérieur, vont réutiliser toute la brique qui était déjà en place finalement. Donc, si il y a des problèmes sur un triplex, par exemple, qui a un problème d'infiltration d'eau, ben, eux peuvent enlever la brique,
corriger l'infiltration et réutiliser cette brique-là pour la réinstaller. Donc, vous ne perdez pas la notion ou l'aspect du patrimoine finalement de cette brique-là pour le revêtement de la maison. Donc, c'est des choses qui peuvent être discutées si vous êtes sensibilisé à la chose. C'est des choses qui peuvent être discutées avec eux. Même chose quand ils repartent avec les matières résiduelles, ils viennent chez vous, ils désinstallent les cabinets de cuisine, par exemple, viennent changer les portes et fenêtres. N'ayez pas peur de poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement de ces matières-là. Dans l'optique que ça peut les inciter, eux, à nous appeler dans certains cas pour savoir mais qu'est-ce que je fais finalement, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces matières-là. Donc, ça reste je dirais, une sensibilisation à plus grande échelle. S'il y a des sous-traitants qui vous disent oui, oui, nous, on va porter ça à l'éco-centre, ça lèverait un petit drapeau à ce moment-là parce que c'est plutôt rare les écocentres qui acceptent les entrepreneurs dans leurs installations. Donc, ça se peut, mais il y a peut-être un certain doute là, par rapport à ce qui va réellement devenir de vos matières finalement. Puis, même chose si vous louez un conteneur, comme je disais tantôt, si vous avez besoin de ce contenant-là pour faire votre récupération, ben, informez-vous de ce que le locataire va en faire s'il est associé avec un centre de tri qui pourra à ce moment-là maximiser le recyclage des matières que vous avez générées. On arrive vers la fin. Les systèmes qui sont un peu particuliers, les systèmes sur la REP, responsabilité élargie des producteurs, un autre acronyme. Donc, normalement, tout ce qui est peinture, lampe, tube fluocompact, pile, batterie, même de vos outils électriques, par exemple, ça, c'est des choses qui doivent être gérées par les entreprises qui les mettent en marché. Donc, pour eux, normalement, ils les récupèrent à coût zéro. Gratuitement à différents endroits, que ce soit chez des détaillants ou à l'éco-centre. Vous pouvez vous informer là, de ce qu'ils reçoivent. Puis aussi, pour ce qui est des autres résidus dangereux qui ne sont pas sous la REP, comme des cols, les silicones, solvants, contenants, suppression, qui ont servi à de la mousse de polyuréthane, par exemple, ben ça, je vous recommande fortement de vous diriger vers votre éco-centre et de grâce, ne pas mettre ça dans votre bac de récupération standard. Ça risque de causer plusieurs problèmes rendus au centre de tri. Donc, pour finir, je vous présente quelques petites lectures ou éléments complémentaires. Donc, on a une fiche d'information chez Recyc Québec là, qui touche beaucoup plus large tout le secteur là, des CRD. On a notre application Ça va où également qui vous permet de savoir comment ou vers quelle destination chaque matière devrait se retrouver. C'est une application qui est géolocalisée, donc qui peut s'adapter en fonction que vous êtes chez vous ou que vous êtes à votre chalet, par exemple, si vous avez des travaux à faire, vous êtes dans une autre municipalité qui n'a peut-être pas nécessairement les mêmes règles. Donc, ça peut vous permettre de vous faciliter la vie dans cette situation-là. Puis, il y a également, Recyc Québec a collaboré avec le magazine Protégez-vous à élaborer un guide sur 100 trucs réno écolo. C'est sûr que la gestion de matières résiduelles fait partie de ça, mais il y a vraiment d'autres aspects comme l'efficacité énergétique, par exemple, qui est touchée dans ce guide-là. Il y a quelques frais supplémentaires, je pense, que ce soit pour les abonnés ou pour les non-abonnés, mais c'est disponible pour être consulté. Puis également, vous allez trouver les références à différentes entreprises et organismes que j'ai mentionné durant la présentation. Peut-être vers le dernier en bas, je ne vous en avais pas mentionné, mais EcoRad, qui est une entreprise qui fait du reconditionnement des bons vieux radiateurs en fonte qui étaient utilisés avec des systèmes à l'eau chaude. Cette entreprise-là peut les convertir avec des éléments électriques. Donc, à ce moment-là, vous gardez le cachet de ce radiateur-là, mais en n'ayant pas besoin de toute la mécanique en arrière pour chauffer l'eau et avoir la distribution d'eau chaude dans votre maison. Donc, c'est une initiative un autre type de réemploi qui est possible de faire.
Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses. Je pense qu'on a eu quelques questions. Alors, je vais tenter d'y répondre maintenant. Oui, donc merci beaucoup pour la présentation, Nicolas, et merci aux gens pour votre participation. Là. Donc, on a vraiment beaucoup de questions. Donc, si on va avoir le temps d'y répondre, Nicolas, je t'inviterai à essayer d'être concis. Parfait. Donc, la première question, c'est que se passe-t-il après... Non, excusez-moi. Donc, quelqu'un qui envisage de rénover son appartement à Montréal aimerait trouver un architecte, un constructeur éco-responsable. Il demande si on a des listes de fournisseurs. Une autre personne dans le même genre d'idée qui demande si on aurait des suggestions pour trouver des contracteurs, des sous-traitants pour effectuer la démolition et ou la rénovation responsable d'une maison à Montréal. Oui, on n'a pas encore ce genre de liste-là, je dirais. Malheureusement, ça va peut-être être des situations de cas par cas. On travaille dans certains cas avec les associations, justement la PCHQ, par exemple, pour peut-être arriver à avoir certains signes distinctifs pour des entrepreneurs, justement, qui puissent s'afficher dans ce type-là. Nous-mêmes aussi, chez Recyc Québec, on travaille sur, c'est-à-dire on a mis en place une reconnaissance justement des centres de tri de matériaux de construction pour que les gens puissent plus facilement identifier là, ceux qui ont la meilleure performance finalement, là, qui ont des bonnes pratiques. Donc, ça a été lancé à l'automne dernier, donc on devrait avoir les premiers attestés là, ce printemps. Donc, voilà. Non, donc, finalement, non, on n'a pas de liste ou de recommandations en particulier. C'est malheureusement à faire certaines recherches, certains appels, puis poser des questions avec ces gens-là. Peut-être aller voir sur le site de Écohabitation, je dirais. Oui, sûrement qu'il y a certaines ressources également. Donc, deux autres questions. Au niveau des outils disponibles, on nous demande si on aurait des visuels pour montrer aux citoyens ce qui arrive des produits qu'on a indiqués durant la présentation. Est-ce qu'il y aurait de l'information, parce que c'est de l'information qui est souvent demandée, puis ça gagnerait à être partagé. Et dans le même esprit, est-ce qu'on aurait des outils disponibles pour sensibiliser? Un genre de mémo, rappel pour diffuser les bonnes pratiques? Je veux dire, pas encore. C'est dans nos chantiers, sans mauvais jeu de mots, qu'on a à faire nous-mêmes un peu à ce niveau-là. On va sûrement adapter la présentation d'aujourd'hui, par exemple, pour illustrer peut-être un peu plus clairement les destinations de certaines matières, là. Puis c'était certains exemples aussi, là, en fonction de toutes les matières qui composent le bâtiment. On a certaines choses qui sont différentes aussi, là. Mais oui, on va très certainement mettre de l'avant là, des différents outils pour arriver à augmenter la sensibilisation finalement. Ouais, je dirais la France est très avancée dans Tout à ce fait. secteur-là et on a l'intention de s'en inspirer là, prochainement. Une autre question. Est-ce qu'il existe une publication qui détaille la part des quantités recyclées et éliminées dans le secteur des CRD? Pour la fraction recyclée, est-il spécifié leur fraction par débouché? Je dirais une partie de réponse est sûrement à l'intérieur là, de notre bilan de gestion de matières résiduelles. Là. Je vous ai présenté un extrait, mais le document est plus complet. La section CRD fait quelques pages, là. Donc, vous avez sûrement certains compléments d'information par rapport à ça. Puis, je dirais que c'est aussi un enjeu général en gestion de matières résiduelles, cette traçabilité finalement de pouvoir vérifier, authentifier, confirmer ce qui est advenu de certaines matières. Ce n'est pas encore en place, c'est en réflexion en ce moment-ci. C'est de voir là, quelle est la meilleure manière d'arriver à tout ça, puis de pouvoir diffuser cette information-là par la suite. Là. Merci, Nicolas. Une autre question. Quel est le pourcentage des panneaux de mélamine sur le marché qui sont faits avec des matières recyclées? J'ai
pas de chiffre sur le pourcentage. Je vous dirais par contre, tout dépendant du manufacturier, si vous avez un panneau qui a été fabriqué par Tafisa, vous n'avez pas trop de questions à vous poser là-dessus. Il y a du contenu recyclé là-dedans. Ce n'est pas à 100% recyclé, mais il y a du bois recyclé à l'intérieur de ces panneaux-là. Pour d'autres manufacturiers, souvent quand ça provient de l'étranger, ben là, on n'a pas cette information-là, si c'est des manufacturiers américains ou même de d'autres provenances. Donc, c'est peut-être de vous informer auprès des détaillants, d'avoir certains produits, comme je disais notamment de Tafisa, ou de voir, de poser la question carrément si le manufacturier de ce produit-là a cette information-là ou peut la diffuser. Une autre question, celle-là qui touche la déconstruction. On nous demande si c'est possible de déconstruire plutôt que de démolir pour vendre les matériaux à réutiliser tels quels. Ben oui, c'est tout à fait possible de le faire. C'est même encouragé. Je dirais, si vous voulez si vous voulez le faire vous-même, il y a pas de problème. Des fois, ça peut être au niveau du prix dans certains cas, mais il y a rien qui empêche de faire cette déconstruction-là, puis de les offrir, justement, comme je le mentionnais dans la présentation, soit les offrir avec un prix ou les offrir gratuitement, ça dépend, là. Mais puis sinon, si vous ne voulez pas avoir cette tâche-là à faire, ben, il y a effectivement certains organismes dans certaines régions qui existent pour le faire. Donc, mais oui, c'est très encouragé de faire plutôt la déconstruction pour faciliter le réemploi finalement des matériaux. Merci. Ici, on a une question sur quelqu'un qui fait des rénovations chez eux et son écocentre offre le ramassage, j'imagine, à la rue là, des débris de CRD. Donc, il nous demande si on peut faire confiance à leur ramassage, à cette collecte-là. Et puis, sinon, il hésite à les mettre à la rue, justement, ou de faire venir une entreprise comme 1-800 Goldcard. Ben, quand c'est un service qui est offert par la municipalité, on peut quand même être assuré qu'il va avoir, une fois que ça va être collecté, que ça va être envoyé justement vers l'éco-centre, ça va être concentré vers l'éco-centre avant d'être envoyé, dans la plupart des cas, vers un recycleur comme un centre de tri de matériaux de construction. Dans les cas de locataires privés de conteneurs, ben, comme je disais, c'est peut-être un peu de s'informer qu'est-ce qu'ils font finalement avec ces matières-là. Dans certains cas, de ce qu'on connaît de certaines pratiques, il y a certains collecteurs qui vont ressortir, par exemple, des matières à plus grande valeur, comme les métaux, par exemple, avant de l'envoyer dans un centre de tri ou malheureusement avant de l'éliminer. Donc, c'est peut-être de voir, comme je disais, de poser la question avec eux. Qu'est-ce que vous faites avec ces matières-là par la suite? Puis, je fais aussi le lien avec ce que je disais. Bientôt, on aura une liste de centres de tri reconnus qui permettra là, de plus facilement les distinguer. Puis peut-être que dans le futur, il n'y a rien qui vous empêche, à partir de cette liste-là, de dire, d'ordonner dans un certain sens à votre locataire d'aller à cette installation-là. Peut-être qu'il va vous demander un prix en conséquence, mais si c'est vraiment ce que vous voulez, je pense que ce sera une manière de faire à ce moment-là. Là. Okay, merci, Nicolas. Il est déjà 13 heures. Donc, il y a encore plusieurs questions qui nous ont été posées. Je crois qu'on devra s'arrêter. Oui, ben, je vais peut-être inviter, peut-être via notre, soit la page Facebook de Recyc Québec ou de la Maison du développement durable, on verra peut-être à faire je sais pas, peut-être une espèce de suivi de ces questions-là, puis on pourra peut-être communiquer, on ne l'a pas mentionné pour de nous contacter, mais notre ligne d'information
chez Recyc Québec a aussi certaines données où finalement les informations, les questions nous sont acheminées. Donc, on prend le temps d'y répondre. Même si on n'est pas beaucoup, on prend le temps d'y répondre pour vous aider le plus possible dans votre gestion de matières résiduelles. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Merci encore une fois à la Maison du développement durable pour cette opportunité. Donc, j'espère que vous avez appris des choses à travers ma présentation. Puis, encore une fois, merci.